Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, je pense que tout le monde m'entend bien. Ouais. D'accord. Alors, on va faire un effort par rapport à l'autre jour. Si je veux couper le micro pour tout le monde, mais j'aimerais au moins que chacun puisse être au moins puisse se rappeler dès le départ que non, je dois couper le micro. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. Alors aujourd'hui, on aura une session. On va commencer la session. Ça sera un peu pratique. Alors, si vous vous rappelez, la fois passée, j'avais expliqué les 5 composantes majeures. Et en parlant des 5 composantes majeures, j'ai montré combien est-ce que il y a une composante qui est très, 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 très importante. Et on a dit que cette composante était les données. Donc, on peut tout avoir, on peut tout faire, on peut connaître différentes étapes, on peut savoir que on peut avoir ArcGIS, ainsi de suite. Mais si tu n'as pas les données, c'est vraiment compliqué pour pouvoir avancer et tu ne pourras vraiment rien faire. Alors, c'est pour cela que la première partie d'aujourd'hui, on aura peut-être 2 parties. Dans la première partie, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez collecter des données géographiques. Et une fois on aura fini cette partie, je pourrai maintenant vous présenter les logiciels que nous aurons utilisés, vous montrer un aperçu de ces différents logiciels. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, on pourrait essayer de voir, je veux essayer de vous guider, ou bien de vous donner certaines orientations. On aura un aperçu par rapport au groupe et à la chaîne Telegram de JS. Donc, alors, je vais commencer, je vais partager mon écran. Alors, sur mon écran, la première chose que nous allons faire pour collecter des données, nous allons commencer par Google Maps. Donc, comme vous le savez, j'avais dit la fois passée qu'il y a des matériels, mais il y a certains matériels que peut-être vous n'avez pas. Et en particulier, c'est comment on appelle ça, le GPS. Le GPS, c'est l'outil qui est le plus utilisé pour la collecte des données. Et étant donné que c'est une formation en ligne, ça sera un peu compliqué que je puisse vous montrer comment utiliser un GPS directement. Mais ce que je fais, j'ai une vidéo, je pourrais vous indiquer que j'avais fait et que je postais dans le groupe. J'ai mis le lien. Donc, vous pouvez suivre la vidéo et dans la vidéo, on explique étape par étape comment utiliser un GPS. C'est une vidéo que j'ai faite et elle est vraiment pratique, très pratique. Pas théorique, mais elle est vraiment pratique. Alors, la première chose, on va commencer par Google Maps. Comme vous savez, beaucoup de gens utilisent Google Maps, mais ce qu'on oublie, c'est qu'avec Google Maps, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'apparence de Google Maps, je pense que presque tout le monde est familier, mais Google Maps aussi nous aide parfois à collecter des informations géographiques. Je donne un exemple. On peut te donner le nom d'un lieu. Je prends un exemple, par exemple, Kalemi. On te dit par exemple Kalemi. Et tu ne connais pas Kalemi, tu veux avoir la coordonnée géographique de Kalemi. Ce que tu fais, tu vas ajouter dans Kalemi. Tu as ici plusieurs propositions et en fonction de ce que tu veux, tu peux prendre par exemple ici aéroport de Kalemi. Et dès que tu cliques, normalement, ça va te ramener directement sur Kalemi. Voilà. Alors, vous pouvez changer le type de map que vous voulez ici.
vous avez l'option satellite, donc vous pouvez juste faire ça. Donc, ça va shifter, ça va aller sur une vue satellite. Alors, cette vue satellite, c'est le genre, on avait parlé la fois passée, on avait parlé d'image raster. Donc, une image satellite, c'est aussi une image raster. Quand on va avancer avec les sessions, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez utiliser une image comme ça, comme background pour votre carte. Donc, je donne un exemple. Vous voulez faire une carte qui dessine, par exemple, le route qu'il y a autour de la ville de l'aéroport de Calémie. Alors, vous pouvez prendre juste l'image satellite ici et vous pouvez dessiner les routes qui sont là et vous les mettez dans un shapefile. Donc, je vous montrerai comment faire ça. Alors, nous ne sommes pas là, mais là où nous sommes, ici, ce que vous faites, à partir de là, vous pouvez facilement, une fois que vous avez le point que vous désirez, vous pouvez pointer là. Et quand vous cliquez avec le bouton droit, ça vous donne ces menus contextuels. Et avec ces menus contextuels, vous prenez la troisième option. Ici, pour moi, c'est What's here. Donc, si je clique là, vous allez voir qu'ici en bas, ça me donne les coordonnées géographiques. Donc, j'ai la latitude, moins 5,87, 5009. Ça, c'est la latitude. Et de l'autre côté, j'ai la longitude. Donc, 29,25, 10, 42. Ça, c'est la longitude. Mais non, moi, si je veux utiliser ça, c'est que je fais, je veux normalement créer un fichier Excel. Alors, je veux faire ça en utilisant Google Drive. Donc, je veux utiliser un Google Sheet. Donc, on peut créer facilement un Google Sheet. La même méthodologie que je veux faire ici, c'est la même méthodologie que vous pouvez faire avec Excel. OK. Alors, on va mettre, par exemple, une colonne numéro. Je mets ici désignation. Et ici, je mets latitude. Ouais. Et une autre colonne longitude. Et ici, je peux mettre, par exemple, description. Alors, une remarque ici, c'est qu'il faut savoir quand vous faites ça, normalement, excusez-moi, je ne sais pas, je vais refaire. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais apparemment, Google a un petit problème. Bon, permettez carrément que j'ouvre Excel. C'est plus facile. Est-ce que tout le monde voit l'écran d'Excel? Non. Vous ne voyez pas ça? Non. Oui, on Non, entend. je vois le Google Sheet. OK. Je change d'écran. Donc, Moi, je vois la feuille en question. tu vois la Moi, feuille? non. Oui, je vois la feuille Excel. Est-ce que... Bon, c'est pas Google. OK, je partage Excel. Hein. Moi, je vois la feuille en title spreadsheet. OK, non. Je C'est partage bon Excel. déjà pour Excel, c'est bon. OK, Ouais, elle est visible maintenant. Excel est visible pour le moment. d'accord. Alors, ce qu'on fait, donc, vous créez ici numéro, désignation. Désignation. Ici, je mets latitude et longitude, et puis on avait description. Alors, ce que je disais, c'est ceci.
Quand vous faites ça, il faut être sûr que ici, là, vous avez la latitude, longitude, se trouve sur la première ligne. Ne faites pas quelque chose comme ça. Comme ça, et puis ici, vous mettez autre chose. Quand vous faites ça, par exemple, ici, vous pouvez dire, oh non, je mets ici coordonnées test. Quand vous faites ça, ça ne va pas marcher. Donc, c'est mieux, vous effacez la première ligne. La première ligne doit être la ligne de désignation, exactement. Donc, pour ces cas ici, je viens ici, je peux mettre numéro. Nous avons pris sur Google Maps, c'était l'aéroport de Calémie. Et si je veux copier, donc je vais juste copier les données. Je veux juste récupérer ça. Donc, on va copier les informations que nous avions de l'autre côté. Donc, je viens ici, je peux faire ça. Et je vais récupérer la latitude. Là, je peux couper. Je récupère la latitude et je récupère la longitude aussi. Alors, description, je mets ici localisation de l'aéroport. Non, quelque chose comme ça. Alors, ce que je voulais noter ici, c'est qu'il faut savoir que moi, mon Excel, il est en anglais. Donc, mon Microsoft Office est en anglais. Et pour cette raison, si vous regardez ici, ça a une forme en anglais. Quand vous avez un Microsoft Excel en français, vous aurez, au lieu d'avoir moins 5,87, ainsi de suite, vous aurez quelque chose comme ça, moins 5,87 5009. Alors, il faut vraiment faire attention parce que moi, je peux vouloir, si vous voyez, pour moi, il est en anglais, mais comme ça ne reconnaît pas les virgules, ça les considère comme un séparateur des milles. Donc là, ce n'est plus une latitude, c'est juste une valeur quelconque comme ça. Donc, il faut bien regarder quand vous avez votre fichier Excel, être sûr que quand vous êtes en train de prendre des données, que vous avez un système anglais ou français. Et en fonction, s'il est français, vous allez utiliser ici à la place de point, vous mettez la virgule. S'il est en anglais, vous ne mettez pas la virgule, mais vous mettez le point. Ça, c'est vraiment essentiel et ça induit beaucoup de personnes en erreur. Donc, ce qu'on fait normalement, vous prenez plusieurs fichiers comme ça, plusieurs points sur Google Maps, vous localisez différents points et vous faites la même chose. Vous pouvez faire deuxième, vous mettez ici, je ne sais pas, peut-être alimentation, OK Market, et vous mettez les coordonnées, troisième point, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir autant de données. Ça, c'était pour comment est-ce que vous pouvez prendre des coordonnées avec Google Maps. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Jusque-là, il n'y a pas de questions et tout marche très bien. D'accord. Alors, avec Google Maps, ça, c'était une option. Alors, moi, j'aime bien combiner plusieurs options. En fait, j'aime bien combiner plusieurs options pour plus de précision. Je n'utilise pas seulement Google Maps. Il y a une autre plateforme qui est open source et qui est vraiment ouverte et que j'aime bien. C'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, il est là. Le lien, c'est juste OpenStreetMap. Et quand vous avez OpenStreetMap, vous avez quelque chose comme ça. Voilà. L'avantage avec OpenStreetMap, c'est open et il y a beaucoup de contributeurs par rapport à Google Maps. Donc, dès que je finis ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez ajouter des données dans Google Maps. Donc, ici, par exemple, vous avez la possibilité de voir plusieurs informations. Et l'avantage, c'est que j'aime ici, c'est que c'est plus précis. Étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui contribuent, donc il y a des ONG, il y a des particuliers, il y a des médecins, il y a des développeurs qui contribuent à ajouter des informations ici. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment trop riche. Il y a parfois quand vous faites des recherches, même si vous regardez seulement l'image, vous voyez que je n'ai pas zoomé assez. Si je reviens ici, je mets par exemple Goma.
OK, je vais changer, je vais remettre la même vue que de l'autre côté. Vous voyez que, OK, là, c'est bien, j'ai les délimitations, ainsi de suite. Mais quand je suis là, c'est plus mature, si je peux dire. C'est déjà plus mature. On voit déjà très bien. Ici, je vois que c'est kilomètre témoin, mais ici, je ne vois même pas. Vous voyez, ici, il y a encore des erreurs. On écrit Mta ou Mwali, si je ne sais même pas, c'est Maalitat ou je ne sais pas. Alors que ici, sur OpenStreetMap, on sait voir directement Avenue Résidence. Et pour moi, je trouve que ça, c'est encore meilleur. Et ici aussi, si tu manques une information sur Google Maps, tu peux venir encore ici sur OpenStreetMap et tu peux avoir cette même information. Donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez qu'ici, il y a déjà des centres de santé qui sont bien répertoriés. Et je vous assure que cette OpenStreetMap, il est vraiment, vraiment riche. Vraiment riche. Donc là, on peut aussi faire la même chose pour avoir une coordonnée géographique. Par exemple, je ne sais pas ça c'est quoi. Je peux cliquer avec le bouton droit et je peux prendre ici, je dis afficher l'adresse. Quand je dis afficher l'adresse, directement ici, ça me donne la coordonnée géographique de là où j'ai cliqué. Et vous voyez que quand je mets le curseur ici, directement, ça m'amène à l'endroit que je cliquais. Exactement, je peux prendre par exemple, on va prendre quoi? OK. Je cherche par exemple, voilà, par exemple ici, il y a une clinique juridique. Je dis, OK, j'aimerais avoir la coordonnée géographique de cette clinique juridique. Je vais juste cliquer avec le bouton droit, afficher l'adresse. Directement, ça te donne l'adresse de la clinique, les coordonnées géographiques de la clinique juridique. Et là, tu peux facilement ajouter, si tu fais une recherche, tu peux ajouter dans différentes infos, dans ta base de données en Excel, comme on l'a fait de l'autre côté avec le fichier Excel. Donc ça, c'était OpenStreetMap. Il y a aussi une autre possibilité, mais ça, c'est plus pour les gens qui font de la programmation. Ils utilisent Mapbox. Donc, vous voyez, ça, c'est Mapbox. Ici, on essaie d'expliquer, on dit que tu peux avoir tes propres données que tu peux représenter en Mapbox. Et ils ont même une API. Donc, pour ceux qui font des applications et ils veulent intégrer une map, pour Google Maps, c'est payant. Google Maps est devenu payante. Mais pour OpenStreetMap, c'est ouvert. Et pour Mapbox, c'est aussi ouvert. Donc, c'est aussi une autre possibilité. Vous devez juste avoir un compte. Vous devez avoir... c'est quand même un peu bien. Vous pouvez personnaliser en fait votre map comme vous le voulez. Et bon, moi, je l'aime bien. Donc, ça va juste demander que tu puisses accéder à ton compte. Et une fois que tu as accédé, tu peux avoir une vue. Donc, tu peux avoir des maps comme ça et tu fais autant de choses que tu veux. L'avantage, c'est que ça te donne même la possibilité d'écrire un script. Et quand tu écris ces scripts, directement, tu vois ce que le script fait. Et dès que tu as terminé à écrire ton script en JavaScript, tu peux publier ça. Tu peux aussi l'exporter vers une application, vers un site web, ainsi de suite. Donc, vous devez juste créer un compte. Bon, donc, vous pouvez essayer ça. Et si vous avez d'autres questions sur Mapbox, on pourra revenir un peu plus tard. Donc là, c'était OpenStreetMap, Mapbox, et on va revenir ici. Comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter un point. Parce qu'un jour, je pense que dans le groupe ICT243, quelqu'un a posé la question, comment on fait pour ajouter un point sur Google Maps? Alors, la procédure n'est pas vraiment trop compliquée. On va essayer. Je ne sais pas quel est l'endroit. J'essaie juste de me retrouver un peu. OK, rond-point Signières, ça. C'est ici.
Ok, je ne vois pas l'école privée de Volcan. Je sais que l'école privée de Volcan est quelque part ici. Je ne sais pas si c'est enregistré. On va essayer, on va voir. Ok, jusque-là, on ne voit pas. Donc, je sais que l'école privée du Volcan est juste en face du cercle sportif. Alors, ce que tu peux faire, quand tu n'as pas une vue, une bonne vue ici, tu peux changer. Tu passes en satellite. Là, tu peux voir les maisons et tu peux distinguer très bien. Ok. Donc, vous voyez que là, nous avons le cercle sportif et là, on se voit, ah, là, c'est l'école privée de Volcan. Et maintenant, je me dis, OK, l'école privée de Volcan n'est pas représentée ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour ajouter ces points pour qu'une personne plus tard euh, puisse retrouver ça? C'est que tu viens normalement ici. Quand tu cliques là, ici, il y a quelque part, on va voir, voilà, Add a missing place. Euh, Quand tu cliques sur Add a missing place, tu vois, ça disparaît, ça te donne la possibilité de cliquer sur un endroit. Euh, ok, on va attendre que ça me redonne. Voilà, donc je vais essayer de zoomer. Ok, ce que je fais, je viens, je pointe là, je fais done. Et ici, je vais ajouter le nom. Donc, je mets école privée des volcans. La catégorie, vous mettez une catégorie, il y a plusieurs schools. L'adresse location, c'est là. Vous pouvez mettre, par exemple, si c'est en termes de business, ainsi de suite, vous pouvez mettre, on peut mettre encore school. Vous pouvez mettre les heures d'ouverture, ajouter un numéro de téléphone, par exemple. Je sais que c'est une école, donc c'est ouvert de 7h à 12h, peut-être, par exemple. Ouais. Alors, dès que déjà vous avez mis cette information, vous pouvez mettre ainsi de suite, vous continuez, vous cochez par-ci, par-là. Il y a d'autres informations que vous pouvez ajouter. Je peux mettre par exemple là, la même chose. Là aussi, Friday, Saturday, OK. Et si vous avez un done, donc dès que tu as fini, tu fais done. Tu peux ajouter une photo. Et ici, ça vous dit que votre edit est, donc ça a été envoyé pour, comment dire, pour révision. Alors là, je peux ajouter, il y a quand même, je peux ajouter ici, OK, I don't know. Comme ça. Je devais avoir ici le bouton Send qui est ouvert. Peut-être parce qu'on n'a pas un numéro de téléphone. Je sais pas, mais c'est un peu comme ça. Donc, ce que vous faites quand vous ajoutez des informations comme ça, et après, si toutes les informations sont OK, c'est que vous pouvez faire, vous avez ici un bouton Send, et dès que vous appuyez sur le bouton Send, normalement, ça va envoyer l'information directement. Alors, souvent, c'est mieux quand vous faites ça de mettre des points pour lesquels vous avez toutes les informations. Ça peut être la boutique d'un ami, ça peut être un lieu public où on ne va pas te demander certaines informations. Et là, c'est plus facile. Et l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone. Si vous avez une application Google Maps, il y a aussi une option à côté, Add a Missing Place. Ça vous donne aussi la même possibilité, un écran aussi pareil. Vous pouvez ajouter des informations et avec ça, c'est plus facile. Donc, si chacun pouvait au moins par moment ajouter certains endroits, on peut se retrouver avec une carte de nos villes qui est un peu plus fournie. Donc, ça, c'était pour. Je peux
annulé. Donc, ça, c'était pour comment est-ce qu'ajouter des données. Je pourrais faire encore une vidéo juste pour cette partie avec d'autres explications un peu plus avancées. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Alors, une fois que vous avez des données en Excel, c'est mieux toujours de pouvoir, à part les données en Excel, vous pouvez aussi utiliser des données que vous avez de votre GPS. Alors, pour cela, j'ai ici dans le groupe, ça c'est peut-être pour un rappel. Pour un rappel, vous allez voir que il y a deux parties. Il y a un groupe qui s'appelle OpenJS Lab et il y a aussi une chaîne, LearningJS Lab. Alors, dans la chaîne, on poste tous les liens et ainsi de suite, mais dans le groupe, vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions. S'il y a une complication, vous pouvez la poser ici dans le groupe. Mais quand vous avez besoin de ressources, vous pouvez le retrouver directement ici dans Learning.js. C'est comme ça, vous allez retrouver, par exemple, là, j'ai partagé un lien sur la vidéo. La vidéo, elle est là. Et cette vidéo, elle explique parfaitement comment est-ce que vous pouvez installer, comment vous pouvez utiliser un GPS. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite, je pense, il y a 2 ans presque, 2 ans. Et j'avais fait ça pour raison de travail. Mais après, j'ai vu que beaucoup de gens me posaient la question. Alors, je me suis dit, OK, on partage le savoir. Je vais partager. C'est une vidéo de 26 minutes. Ça, vous pouvez juste la vue. Alors, dans cette vidéo, nous allons... Donc, vous voyez, on explique en fait comment est-ce que vous pouvez utiliser le GPS. Je suis allé petit à petit, de façon que chaque personne qui peut suivre la vidéo, même si c'est la première fois qu'il voit un GPS, qu'il soit en mesure de pouvoir comprendre comment ça se passe, comment il peut l'utiliser, quels sont les blocages qu'il peut avoir. Donc, il y a une vidéo à suivre. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre que je pourrais partager les liens. Et sur base de ces vidéos-là, vous pouvez encore, il y a peut-être des explications que je peux omettre ou bien que je peux oublier lors des sessions comme ça. Mais avec ces vidéos, vous pouvez revoir, vous pouvez télécharger ça sur votre téléphone, vous pouvez toujours continuer à apprendre. Et surtout, il ne faut pas oublier de pouvoir adhérer à notre chaîne YouTube. Ça ferait du bien quand même. Donc voilà. Alors, un autre point, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a dit que, OK, oui, en fait, oui, Armel, le share drive, c'est vrai, il est vide. Hein? Pourquoi il est vide? Parce que j'avais le fichier, le fichier pèse 1 point quelques gigas. Oui, je prends 1,8 gigas. Alors, chaque fois que j'essaie d'uploader, la connexion, elle est un peu bizarre. Alors, je partageais un lien. Le lien, il est là. Ça, c'est le lien méga. C'est dans Learning.js. À partir de ce lien méga, vous pouvez facilement retrouver encore l'application. Donc, si vous utilisez ce lien-là, vous allez avoir facilement l'application et vous pouvez quand même télécharger. Et aussi, une fois que vous avez pris l'application, il y a une vidéo, je partageais aussi le lien ce matin. La vidéo, elle est là. Ça explique comment est-ce que vous pouvez installer ArcGIS avec le crack. Parce que la version que nous allons utiliser, c'est une version qui utilise les cracks. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez quand même essayer de suivre le lien. Je pense aujourd'hui, je veux tout faire pour mettre... je vais déconnecter tous mes devices. Comme ça, la connexion sera un peu bonne. Et je vais essayer de poser dans le Google Drive. D'accord, merci. OK, d'accord. OK. Alors, à part ça, ce que je vais vous montrer, je vais essayer juste de vous présenter les logiciels que nous aurons à utiliser. Donc, je vais repartager mon écran. OK.
Alors, permettez-moi que je puisse… Vous voyez l'écran qu'il y a là? Oui, 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 on le voit. OK. Donc, je vais créer une nouvelle… Oui, on le voit très bien. D'accord. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle map. Comme ça, on va commencer des zéros. OK. Alors, ça, c'est le logiciel ArcGIS. C'est un logiciel qu'on appelle ArcGIS. Et bon, c'est un logiciel que je dis souvent quand on ouvre comme ça, c'est vraiment bizarre. Et on s'est dit, est-ce que c'est logiciel? Pourquoi? Parce que pour info, la licence pour 3 extensions ArcGIS va déjà jusqu'à $8 500. Juste cette licence pour 3 extensions. Alors, quand vous installez et que vous avez fini, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Alors, moi-même, la première fois quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a de $8 500 ici? C'est après avoir utilisé que je me suis rendu compte que ce logiciel, il est vraiment, vraiment énorme. Alors, quand vous installez, vous avez un écran comme ça. Vous avez une barre de menu. Vous avez une barre d'outils. La barre d'outils, au départ, c'est presque comme dans les autres logiciels. Vous avez nouveau, ouvrir, enregistrer, imprimer, ainsi de suite. Ça commence à changer quand on arrive là. Ça, c'est Add Data. Vous avez ainsi de suite, autant d'autres données. Nous allons essayer de voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Je vous montrerai comment utiliser chacun de ces outils. Ici, vous avez un outil qui permet de faire un zoom in. Et ça, c'est un zoom out. C'est-à-dire quand vous avez une information là. Bon, je vais essayer pour que vous puissiez comprendre. Comme ça, on peut voir ça facilement. Je cherche. On va prendre n'importe quelle donnée. Comme ça, on peut afficher ça et puis vous voyez facilement. OK. Ça, c'est la RDC. Alors, quand je dis zoom in, vous allez voir, je peux cliquer. Donc, quand je fais ça, je clique. Si je sélectionne là, je maintiens enfoncé, je dessine ces carrés. Vous voyez que ça a grandi. Ça a grandi, c'est-à-dire ça a grandi par rapport à l'espace que j'ai sélectionné. Donc, je peux faire aussi ici, je me dis ça, ici, c'est la partie de Kinshasa. Je peux faire comme ça. Si je veux juste zoomer cette partie-là qui est représentée par le carré. Donc, comment je fais? Je clique, je maintiens enfoncé et je dessine les carrés. Et ça zoome sur cette partie-là. Le bouton ici, ça fait l'opération inverse. Donc, je peux faire comme ça. Vous voyez, ça fait l'opération inverse. Alors, ici, j'ai une main. La main, c'est ce qu'on appelle un pan. Le pan me permet de déplacer la carte sans pour autant distordre les proportions. C'est-à-dire, quand je clique sur la main, je viens ici, je peux faire ça. Je maintiens enfoncé. Je peux naviguer avec ma carte de cette façon-là. Et ça, c'est bien parce que je peux faire ça sans pour autant que la carte puisse s'agrandir ou bien se rétrécir. Donc, je peux faire comme ça, ainsi de suite. Et je m'amuse bien avec ça. Donc, ça, c'est le pan. Là, c'est un bouton qu'on appelle un full extent. Full extent, c'est-à-dire ça change le mode de vue pour que ce soit à une vue un peu plus, plus élargie. Bon, ce n'est pas trop utilisé. Ici, on a les fixes zoom in et les fixes zoom out. C'est-à-dire, fixe zoom in, quand je suis là, je peux faire ça. Donc, quand je clique, vous voyez, lui-même s'agrandit sans que je puisse dessiner. C'est un peu, ça fait la même chose, les deux ici. Ils font la même chose que là. Seulement, quand j'utilise les deux là, il faut que moi-même, je puisse dessiner. Mais quand je fais ça, j'utilise le fixe zoom in et fixe zoom out. Je le fais sans pour autant dessiner un petit carré là sur mon écran. J'ai ces boutons. Ça, c'est pour juste aller à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, je peux revenir là. Le bouton ici, ça permet de sélectionner ce qu'on appelle sélectionner un features, mais on pourra voir ça après. Ça, c'est les boutons, le curseur de sélection qui doit être par défaut. Ici, nous avons un élément qui identifie. Donc, par exemple, j'ai plusieurs éléments.
Je veux savoir ça, c'est quoi. Je peux utiliser ça. Je pointe là. Je viens. Dès que je clique, ça me donne cette boîte de dialogue avec les informations. Si vous vous rappelez, ou bien pour ceux qui ont pu regarder dans le fichier PowerPoint que j'ai envoyé, la présentation, je parlais quelque part des tables d'attributs. Et je vous avais dit que c'est une table qui enregistre l'ensemble des informations relatives ou bien descriptives à un polygone, à un point ou bien à une ligne. Alors, ici, ça ne représente que l'ensemble de données qu'il y a dans cette table d'attributs. Vous avez les fields, j'ai parlé de ID, si nous avons le FID qui est 0. Les types de shape, c'est 0. Et ces polygones, on avait dit qu'on a des polygones, on a des lignes, on a aussi des points. Et ici, j'ai d'autres informations, la longueur, mais ces informations, on peut aussi la modifier. Et ainsi de suite. On peut aussi, ici, nous avons un élément, un outil qui permet de mesurer la distance. Donc, je peux cliquer là. Ici, je peux spécifier quel type de mesure je veux. Est-ce que c'est une distance en kilomètres, en mètres, en centimètres? Je dis par exemple en kilomètres. Et ce que je fais, je peux faire comme ça. Je clique là. Et puis, je viens jusque là. Donc, Goma est quelque part ici. Et ça me dit, si vous regardez ici, ça me dit que de là jusqu'ici, ça me fait 4625, ainsi de suite, kilomètres. Donc, ça, c'est la distance. Mais cette distance, ce n'est pas une distance terrestre, c'est une distance à vol d'oiseau. Donc, si vous voulez avoir une distance réelle, il faut ajouter encore certains mètres ou bien certains kilomètres pour que vous ayez une distance et tenir compte aussi de certains des reliefs. Donc, ça peut faire peut-être en réalité dans les 5800 km, quelque chose comme ça. Donc, cet outil-là nous permet de faire ça. Ça, c'est pour rechercher. Ça, c'est pour ajouter un point, aller vers un point et ainsi de suite. Donc, il y a l'ensemble de ces éléments. Nous aurons à revoir ça au fur et à mesure que nous allons continuer dans notre formation. Alors, l'un des outils que vous aurez à utiliser souvent, c'est ISA, ce qu'on appelle Table of Content. Tous les éléments que vous aurez, sur lesquels vous aurez à travailler se représentera toujours ici dans la Table of Content. Donc, vous aurez toujours des éléments ici, Table of Content. Par exemple, là, j'ai ajouté, ça, c'est les limites du pays. Je peux ajouter d'autres données. Par exemple, OK. Par exemple, là, vous voyez que ça a changé. Ça, ce sont les zones de santé que j'ai ajoutées. Et autant d'éléments que vous pouvez avoir, tous ils vont apparaître là. Vous pouvez avoir autant d'éléments. Un layer. Un layer, en fait, en français, on parle de frame. Non, de cadre. Voilà, cadre. Ou bien couche, ensemble de couches. Couche, c'est plus approprié. Alors, ici, vous pouvez avoir autant de couches. Je vous montrerai comment est-ce qu'on peut créer plusieurs couches et pour quelles raisons. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir. Alors, l'ensemble maintenant des outils que vous avez ne va pas se représenter seulement ici. Il y a d'autres éléments qu'on appelle, par exemple, la table attributaire pour un shapefile. Les éléments qui sont représentés ici, ce sont des shapefiles. Alors, je peux voir les informations de la table attributaire d'un shapefile. Ce que je fais, dès que j'ai affiché les shapefiles dans mes layers ici, ce que je fais, je clique avec le bouton droit sur ce shapefile. Sur le menu contextuel, je peux prendre ici Open Attribute Table. Quand je clique, vous voyez que ça s'affiche ici en bas. Et ici, j'ai différentes informations. C'est un peu comme du Excel. Et je vous étonnerai ce que je peux ouvrir cette table attributaire avec Microsoft Excel. Seulement, si je fais des modifications, je ne pourrai pas retrouver ces informations-là ici. Il faut encore que je puisse récompresser ou bien faire encore une reprojection pour pouvoir avoir les informations ici. Alors, si je ne fais pas une reprojection, c'est que vous pouvez faire une jonction, oui, une jonction de fichiers.
pour que ça puisse coïncider. On verra ça plus tard. Donc, sur ces informations ici, je peux maintenant me dire, par exemple, OK, j'aimerais bien voir, par exemple, un groupe de zones de santé. Je peux sélectionner, donc tu maintiens enfoncé, exactement comme on le fait en Excel. Quand tu fais comme ça, vous voyez que ici, si vous êtes attentif, vous avez vu que les informations ici, il y a 6 qui ont été sélectionnées et normalement, on doit avoir 6. Il y a peut-être des petits là qui n'apparaissent pas. Ouais. Voilà, il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi qui sont sélectionnés. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de travailler avec la table attributaire. Vous pouvez ajouter des informations dans la table attributaire et il y a aussi d'autres opérations qu'on pourra voir dès que tout le monde, je voulais que tout le monde puisse déjà avoir le logiciel pour qu'on puisse être sûr qu'on avance très bien. Mais déjà, ça, c'est juste un aperçu. Alors, la force de ArcGIS, vraiment, c'est où? C'est qu'il y a un autre logiciel qu'on appelle ArcCatalog qui est intégré à ArcGIS. Ça s'installe automatiquement lorsque vous installez ArcGIS. Et le logiciel, il est, même ici, vous pouvez l'avoir, c'est sous forme d'un explorateur de fichiers géographiques. Donc, vous pouvez l'avoir comme ceci. Il y a tout ce qui est là. C'est un ensemble de tous les fichiers cartographiques que vous utilisez. Donc, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez l'activer. Mais là où ArcGIS garde sa force, c'est ça, ArcToolbox. Il y a un outil qu'on appelle ArcToolbox. Ça, c'est, je peux pas vous mentir que juste l'utilisation de l'ensemble de ces outils, c'est vraiment exceptionnel. Ici, vous avez plus de, je sais même pas, je pense même que c'est plus de 300 outils. Donc, avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des analyses 3D. Vous avez des outils d'analyse pour faire des extractions, de superposition de couches. Vous pouvez effacer, identifier, et ainsi de suite. Vous pouvez faire de conversion de formats d'Excel, GPS, KML. KML, c'est le format qui est utilisé pour Google Earth. Vous pouvez utiliser des PDF, des rasters, même du JSON. Donc, il est vraiment génial. Moi, j'aime bien vraiment ça. Vous avez Data Management Tools ici. Vous pouvez, par exemple, faire des archives. Vous pouvez créer ou bien gérer des géodatabases. Vous pouvez faire des jointures et ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait, la force de ArcGIS. S'ils mettent ça plus cher, c'est parce que vous ne trouverez jamais un outil. Même QGIS, que je vais vous montrer un peu tantôt, n'a pas tous ces outils ici. Donc, avec ça, déjà, lorsque vous avez installé, vous avez tous ces outils qui viennent déjà installés dans votre suite logicielle. Donc, on pourra voir certains outils qui sont les plus utilisés. Je pourrais vous expliquer comment utiliser ça, ça sert à quoi et comment vous pouvez vous démener avec ça. Alors, une chose que j'aimerais préciser, pour ceux qui ont déjà installé ArcGIS, quand vous finissez l'installation, il faut toujours activer les extensions. Donc, pour activer les extensions, vous venez ici dans Customize. Ici, il y a une fenêtre extension. Quand vous allez dans Extension, vous devez cocher tout ça. On a la possibilité d'activer tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une version craquée, donc ça a craqué tout ça. Mais par exemple, si c'est une version avec licence, si vous avez juste payé la licence pour le 3D Analyst et pour le Network Analyst, tous les autres, vous ne pouvez pas. Donc, dès que vous allez installer, vous configurez la licence. Tous les autres seront estampés. Ça va juste vous donner la possibilité d'utiliser les extensions qui sont contenues dans votre licence. C'est là où ça devient un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses peut-être que tu seras bloqué, tu ne pourras pas faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu payer trop cher pour avoir les autres extensions.
et vous avez juste une extension minimaliste. Donc, c'est un peu la contrainte. Donc, ça, c'était en fait juste un aperçu, premièrement, pour ArcGIS. Nous avons aussi QGIS. J'essaie de lancer ça et puis je partage mon écran. Mais entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Il y a des questions? Michel, Oui. au fait, de mon côté, il n'y a pas vraiment de questions. Mhm. Mais du coup, c'est bon, tout est clair. Je vois, tout est clair. Donc, moi, j'attends juste que tu mettes les softs dans le Drive. Comme ça, je les télécharge demain et puis je l'installe. D'accord. C'est après là que j'aurai de questions. Mais en disant ceci, je voulais juste demander la possibilité. Au fait, ça, c'est moi. Je ne sais pas si les autres participants vont voir comment. Et si on peut y aller avec des sessions de 30-45 minutes, pas plus, je crois que ça peut nous permettre de bien assimiler. Parce que si tu vas avec des sessions de 1 heure, 2 heures, je crois, Non. on risque de te perdre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que là, On risque de te perdre. oui, j'ai mis une session de. Bon, j'avais prévu. Normalement, c'est 1 heure aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est juste une présentation des outils. Mais la prochaine session, c'est 45 minutes. Moi, je connais déjà avec 45 minutes, quand on va commencer les procédures, vous allez vous perdre. Moi, je les ai en tête, mais vous allez voir que vous allez vous perdre. Ça va. D'accord. Mais c'est une bonne remarque. Ouais. Ça va. Michel, Oui, bonsoir, allô? je dirais. Oui, Michel, c'est Junior. Oui, Junior. Oui, en fait, j'avais juste une petite question. Peut-être, probablement, au fil du temps, on pourra y répondre. D'accord. J'espère. Mhm. Vous avez parlé de comment dire, des adresses avec Google. Est-ce qu'il y a de les informations qui sont uploadées ou il n'y en a pas? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Allô, vous m'avez capté? Non, pas très Je bien. dis ceci, vous nous parliez du fait que si chacun de nous, ouais, vous nous parliez du fait que si chacun de nous avait déjà l'habitude d'uploader les informations, les localisations géographiques, on aurait des villes qui sont mieux géolocalisées, c'est ça? Oui, oui. Mais maintenant, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des structures du côté de Google Maps qui revoient les adresses qui sont fournies? Sinon, on pourrait arriver devant une situation où les gens uploadent des adresses qui ne sont pas correctes. OK. Oui, en fait, il y a des gens qui sont, peut-être j'avais oublié de dire ça, il y a des gens qui sont, ce sont des advocates Google Maps qui sont juste là pour valider. Si vous voyez, vous pouvez mettre une information aujourd'hui et puis après un moment, soit Google va vous renvoyer la réponse par email que votre point n'a pas été accepté, il vous donne les raisons. Parfois, ils vous disent que ça a été accepté. Donc, quand tu mets un point, ils regardent qui sont les grands contributeurs autour de la ville dans laquelle tu as ajouté le point. Par exemple, pour Goma, il y a certains grands contributeurs. J'ai par exemple un ami, c'est un Congolais, mais qui habite en France, qui s'appelle Noé. Et il est parmi les personnes qui ont eu à valider un grand point parce que pour l'année 2016, lui et sa femme, ils avaient ajouté presque 350 000 points juste pour la RDC. Donc, quand tu validais une option, moi, je me rappelle à chaque fois que je mettais quelque chose, il m'écrivait, me disait, ah, Michel, c'est toi qui as ajouté, j'ai vu que on m'a demandé une validation de ton point. Est-ce que tu es sûr que réellement, c'est OK, je le mets, je lui envoie une photo, comme ça, lui, il peut justifier ça. Donc, tu vois, lui, on faisait ça parce qu'on était proches, on se connaissait quand même. Mais il y a quand même aussi d'autres personnes qui valident. Donc, ils ne peuvent pas accepter n'importe comment, ils valident toujours. Ok, merci beaucoup, c'est clair maintenant. D'accord. Alors, donc, ce que vous voyez devant l'écran, c'est l'écran de QGIS. Bon, sincèrement, moi, j'aime pas trop. Si trop habitué à ArcGIS, je pense. Mais bon, ça, c'est l'écran de QGIS. L'avantage avec ça, c'est qu'il est gratuit.
Et peut-être une option qui est meilleure ou bien qui est bonne, c'est la possibilité de se connecter dans une base de données. Vous avez DB Manager, vous pouvez utiliser GeoPackage, vous pouvez utiliser Oracle Spatial, PostGIS. PostGIS, c'est parmi les meilleurs. Et PostGIS, c'est une base de données qui peut être installée avec PostgreSQL. Donc, pour les personnes, les développeurs qui aiment PostgreSQL, il y a une extension PostGIS. Quand vous installez Postgres, à la fin, ça vous pose la question, est-ce que vous voulez aussi installer PostGIS? Vous pouvez installer ça et ça peut vous aider à avoir un serveur JS où vous pouvez stocker vos informations et qui GIS peut directement aller poser les informations dans PostGIS. C'est une bonne idée aussi. Vous pouvez aussi avoir Spatialite. Spatialite, c'est l'équivalent de SQLite, mais maintenant là, c'est son équivalent en mode spatial. Virtual Layer, là, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé ça. Donc, ça, c'est une des options. Vous pouvez aussi avoir du web où vous pouvez faire des méta-recherches. Vous avez une métadonnée à partir de vos données géographiques. Vous pouvez directement lancer une recherche sur le web. Et un autre avantage, c'est que vous avez une console Python. Même en ArcGIS, il y en a, mais la console Python de QGIS est vraiment trop avancée. Donc, vous pouvez juste commander certaines tâches seulement à partir de la console Python. Mais vous pouvez aussi manager et installer d'autres plugins. De l'autre côté, sur ArcGIS, nous avons vu que tous les soi-disant plugins sont dans la fenêtre ArcToolbox et ils viennent déjà installés. Mais ici, vous voyez que c'est à vous de pouvoir installer. Donc, vous avez beaucoup de choses là. C'est aussi quand même riche, mais le problème, c'est que ça prend encore du temps à installer. Alors que côté ArcGIS, vous avez déjà tout qui vient. Lorsque vous avez tout installé, ça vient directement et tu n'as plus encore à rajouter d'autres choses. Donc là, je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Alors qu'il y a cette option. Vous pouvez aussi ajouter des couches comme on l'a fait de l'autre côté. Ici, on vous parle de Add Vector Layer, Add Raster Layer. J'ai dit qu'une layer, c'est une couche. Et je vous ai parlé de fichiers vecteurs. Ce sont des shapefiles sous forme de points, polygones ou bien de lignes. Mais vous avez aussi des couches raster. Et les couches raster, c'est en fait des images. Donc ici, on peut prendre par exemple les mêmes couches qu'on avait de l'autre côté. Je vais chercher. OK, je vais prendre peut-être ça. Ah non, c'est une mauvaise couche. Je vais ouvrir une autre. D'accord. On prend ça. Non, je pense pas. Chercher un peu. J'ai pris une mauvaise couche. C'est quand même bizarre. Je vais quand même encore essayer. Bon, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais bon. Toujours t'as pas fait ma Nigeria, toujours t'as pas fait mes d'actions, toujours pas mettre ma téléphone ni en son internet, toujours on a pas virus dans ma carte mémoire, toujours traiter ma fiche, Allô? toujours ça la montagne de toujours télécharger ma application Android, WhatsApp, Facebook. Et Fabrice. Il y a quelqu'un qui fait la publicité là. Ok, donc j'essaie un peu d'ouvrir un layer. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est un peu drôle que ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Ok.
Bizarrement, je faisais close au lieu de add. Personne n'a remarqué. Alors, là, le point, il est... bon, c'est juste un petit point comme ça. Je vais chercher un qui est bon. C'est quand même chiant. OK. Donc ici, peut-être c'est pas, c'est un petit point. Je me rappelle même qu'est-ce qu'on faisait avec. Non. Qu'est-ce qui se passe? OK. Comme ça. Voilà. Donc là, on a quand même des informations. Et ce sont des informations sur des bornes fontaines qu'il y a à Goma. Des bornes fontaines d'une ONG en fait. Hein. Donc, vous allez voir qu'ici, nous avons, ça c'est sous forme de points. De l'autre côté, nous avons ouvert sous forme de bordure. Mais là, c'est sous forme de points. Et bon, vous pouvez faire des analyses dessus. Vous pouvez, comme vous voyez là, vous pouvez afficher la table attributaire comme on l'a affiché dans ArcGIS. Donc, la table attributaire est là. Vous avez ainsi de suite toutes les informations. Et bon, c'est un peu ça. Ça, c'est comme ça que ça apparaît. Mais bon, comme je vous disais, le plus gros de tout ce que nous allons faire, on va plus utiliser ArcGIS. Je vais quand même partager les liens de téléchargement pour QGIS. Et pour ceux qui le veulent, si vous voulez qu'on puisse faire aussi des sessions un peu avancées avec QGIS, vous pouvez juste manifester votre intérêt dans le groupe Telegram. Comme ça, on pourra préparer une session pour ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou bien des préoccupations par rapport à ça, à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, c'est clair de mon côté, en tout cas. D'accord. Merci, Junior. C'est bien, Michel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il ne faut juste pas oublier de nous partager l'enregistrement. Oui, en fait, je suis en train d'enregistrer. Donc, oui. Pour l'enregistrement, je vais mettre ça sur YouTube. C'est plus facile pour moi de partager les liens, pour partager le fichier. Je pense que c'est mieux aussi pour tout le monde. Ah oui, c'est mieux. D'accord. Merci, Michel. C'était vraiment génial. Je vous en prie. Alors, donc… merci, Michel. C'était vraiment très cool. D'accord, je vous en prie. Alors, ce qu'on fera, je veux m'assurer que ce soir, je mets ArcGIS dans le… Je vais mettre ArcGIS dans… Allô? Oui, allô? Oui. D'abord, la formation est sympa. Seulement, il y a une petite question, hein, peut-être hors matière. Oui. Hors matière des jours, c'est peut-être demander s'il y a des amis qui souhaitent aussi participer à cette formation, s'ils peuvent être la bienvenue. Oui, en fait, il n'y a pas de problème. S'il y a des amis qui veulent participer, je pense que vous pouvez écrire dans le groupe, Telegram. Vous m'écrivez, vous me dites que non. Il y a telle personne, son numéro, son adresse email et ça. Donc, jusque-là, on se contacte par adresse email. Vous donnez son adresse email, comme ça, on peut lui envoyer l'invitation pour la prochaine session et ils pourront participer. Ça va, merci. D'accord. Donc, ce que je disais, je veux tout faire pour mettre les outils. Il y a 2 outils que je vais ajouter.
il y a un outil, quand vous allez voir la vidéo sur les GPS, il y a un outil qu'on appelle DNF Garmin. Je pourrais vous expliquer prochainement à quoi ça sert. Et je veux partager le lien de téléchargement. Ça paye 27 mégas. Et sur base de cet outil, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez partir des données GPX à partir d'un GPS. Comment est-ce que vous pouvez partir à partir de ces données pour aller directement sur Google Maps. C'est-à-dire, vous envoyez des agents sur le terrain, ils collectent des informations, ils reviennent, ils vont juste vous donner les GPS. Vous reprenez ces informations-là et vous mettez sur votre ordinateur comment vous pouvez arriver sur sur ArcGIS. Et après, ce qu'on fera, on va commencer directement comment utiliser ArcGIS pour certaines petites opérations. Donc, il est pour moi important, on aura une prochaine session le lundi. On va faire toujours un décalage de 2 jours. Donc, on aura une autre session le lundi à la même heure. Comme ça, prenez le temps demain et lundi avant midi pour installer tous les outils. Comme ça, dans la soirée, lorsque nous serons ensemble, vous pouvez déjà avoir ces informations-là. C'est bon? Quelqu'un demande de partager les liens Telegram. Donc, je vous partage ça. Je partage ça déjà dans les chats. Donc, il y a ça. Ça, c'est le premier. Je partage le deuxième. OK, donc je viens de partager les 2 liens pour Telegram. Donc, vous pouvez y accéder sans problème. C'est bon? Oui, c'est clair. OK, d'accord. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous lundi. Alors, lundi, soyez vraiment bien musclés parce que j'espère que lundi, pendant 45 minutes, vous n'allez pas planter. Donc, on fera beaucoup de choses lundi. Ah oui. D'accord, là c'est bon. Merci. Donc Merci beaucoup, Michel. là, on buvait encore du lait, mais lundi, on commence à manger du foufou. Donc, rendez-vous. Du foufou. Ouais. Des colcas. Ouais. Vous le faites encore pas. Non, ça c'est passionnant. Vous allez beaucoup aimer, vous allez voir. C'est très bien. C'est très bien, vraiment. Michel, s'il vous plaît. Oui, papa. Le lundi, le rendez-vous, c'est pour quand? Même heure, 19h. Quelle heure exactement? 19h, heure de Goma. 19h. Oui. Ah, ok, super. D'accord, merci. Mais Michel, j'ai manqué quelque chose aujourd'hui. Oui. Merci Michel. Ma connexion aimerait beaucoup. Je me suis connecté avec un petit retard. Mais quand même, je sais que ça ira à la prochaine. Oui. Michel, tu as fait l'enregistrement de la session? Si, j'ai enregistré la session. Tu peux nous la partager aussi? Oui, je partage le lien. Donc Comme ça, même les retardataires vont se retrouver. Et puis, nous aussi, on peut faire une répétition. Sans faute. Je veux partager le lien. Oui, j'en ai besoin aussi. Oui, je veux partager à tout le monde, en fait. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Ok, d'accord. Et merci pareillement. Bonne soirée, bonne soirée. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bon week-end. Merci. Merci. Bon confinement. Merci. Merci.